Bonjour André, je suis vraiment ravi de venir sur tes lieux en Lot-et-Garonne, mais je voulais te voir parce que tu as une très très grande expérience en matière d'information, de communication sur de graves crises, en tant que conseiller direct de directeur général de la sécurité civile, la défense civile et de ministre de l'Intérieur. Et ce que j'aurais voulu faire avec toi peut-être, c'est d'abord t'entendre sur quelques messages clés, quelques expériences clés que tu as pu avoir pour donner à réfléchir, former, aider de futurs dirigeants ou des dirigeants actuels. Et si on pouvait dans un deuxième temps peut-être réexaminer cette expérience et aller plus loin avec toi, puisque tu reviens du tsunami en Asie du Sud-Est également, les grandes crises de l'avenir, pour être capable de poser quelques jalons, quelques repères pour des choses qui peuvent être encore beaucoup plus difficiles. Mais avec ton expérience sur un passé aussi riche, ça devrait être possible d'aller le plus loin possible dans ce qui nous attend et qui probablement sera en dehors de nos références. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait revenir sur ton expérience, ce que tu as fait, quelques exemples clés pour en tirer des premiers éléments? Bon, l'expérience, c'était effectivement un poste au ministère de l'Intérieur, à la direction de la sécurité civile, dont la particularité était d'assurer un conseil aussi bien auprès des préfets que du cabinet du ministre, ou lors d'opérations internationales auprès des ambassadeurs, sur, dans un premier temps, la communication lors des situations de crise, et puis après 4 ans d'expérience, un conseil qui a plutôt évolué vers la conduite pour le retour à la vie normale sur les événements. Donc en gros, pour faire des choses assez schématiques, prise de fonction le lendemain de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, et puis après l'Erika, l'éclipse, qui n'est pas une crise mais qui a nécessité quand même beaucoup de réflexion, le Prestige, des inondations à Carcassonne, dans le Gard, le déplacement des personnes sur le dépôt de munitions à Vimy, AZF évidemment, et puis en dehors des crises de sécurité civile, aussi quelques crises, notamment une crise sociale, la crise de l'usine Celatex avec les ouvriers qui avaient pris en otage l'outil de production et qui menaçaient de tout faire sauter si on leur accordait pas des conditions de survie économique puisque l'usine devait être supprimée. Donc voilà pour l'expérience. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? D'abord, une évolution, ne serait-ce que sur 4 ans, et puis c'est une fonction qui s'est arrêtée il y a maintenant 2 ans, et c'est une évolution qui se continue et qui tend peut-être même à s'accélérer, c'est que le temps pour les décideurs en situation de crise tend à se contracter de plus en plus. En 99, le décideur avait 1 heure, 2 heures après le déclenchement de la crise pour faire acte, prendre position. Aujourd'hui, le délai est beaucoup plus court. Et c'est l'une des conséquences notamment des médias et de l'instantanéité. Tout le monde a accès à toute l'information tout de suite. Et par exemple, l'illustration de ça, c'est le crash du Concorde. Le crash du Concorde, l'information m'arrive, je suis au ministère de l'Intérieur ce jour-là, l'après-midi, m'arrive par un journaliste de France 3 qui a été contacté par un particulier qui a vu le crash et qui trouve l'événement tellement énorme et qui se dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui le sache. Et quand il m'appelle, à la salle qui au sein du ministère de l'Intérieur suit tous les événements de sécurité civile en France, ils n'avaient pas encore l'information. Et quand il m'appelle, en même temps que la conversation se déroule, je descends à la salle et je vois que tout le monde n'est pas dans une situation de crise. On n'a pas encore à l'évidence l'événement. Donc on voit bien que c'est très court et la conversation va durer 3-4 minutes en lui disant mais ça me paraît moi effectivement aussi énorme, mais on va avoir tout de suite l'info et effectivement en 4 minutes l'info arrive et on prend conscience de ça. Donc ça veut dire que le temps se réduit de manière très importante. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, il y a une exigence du citoyen sur ce que font les décideurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient publics ou industriels, et qui fait que on ne peut plus prendre des décisions qu'on pourrait légitimer sur le fait que c'est une crise, on peut se permettre tout et n'importe quoi. Ou en tout cas, on peut se permettre tout qui aille au-delà des règles normales de la vie.
Là aussi, je donne un exemple. À Vimy, on a déplacé 12 500 personnes. C'était la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on faisait un déplacement de population de manière aussi importante sur un laps de temps si court. Il est apparu évident pour le gouvernement de l'époque qu'il fallait mettre en place un dispositif d'indemnisation. Alors que c'était une mesure d'ordre général qui allait dans la protection des populations. Donc Vimy en 2 mots, on a partout en France, il y a ce qu'on appelle le service du déminage de la sécurité civile, qui a vocation à collecter et à détruire les munitions des 2 derniers conflits. Et donc dans le nord de la France, effectivement, l'histoire, les terrains sont gorgés de munitions, et donc notamment de munitions chimiques. Et donc, il y avait une manière de stocker ces munitions qui s'est révélée ne pas présenter les garanties qui avaient été imaginées au départ, et il a fallu tout reconditionner. Mais le reconditionnement de ces munitions était un travail lourd et assez risqué, avec un risque qui était assez important, qu'on ait des munitions qui éclatent à ce moment-là, et qu'on ait un phénomène domino qui embrasse tout le dépôt de munitions. Il y en avait 80 tonnes quand même. Donc on voit bien que là, les citoyens ont des attentes fortes. Et c'est vraiment une contrainte importante. Le dernier point, c'est que lorsqu'il y a des événements industriels ou qui s'y rapportent, je pense par exemple à ZF, le tunnel du Mont Blanc, les citoyens veulent savoir et veulent comprendre si à un moment la logique de marché, qui par définition cherche à faire maximaliser le gain pour la société, n'a pas prévalu sur des considérations, des contingences d'ordre général. Et ça, c'est une notion qui est la suite d'une évolution qui démarre dans les années 70, qui fait que dans les années 70, on voit apparaître le risque technologique, qui se caractérise comment par rapport au risque qu'il y avait avant, qui était que lorsqu'on avait une usine qui avait un problème, elle n'impactait plus que le site de son usine, elle impactait tout son environnement. Vous aviez un atelier avant de forgeron qui brûlait, bon, on brûlait l'atelier, éventuellement les maisons attenantes, éventuellement le quartier, mais bon, voilà. Dans les années 70, on va apparaître des événements, c'est des accidents, Seveso par exemple en Italie, c'est des accidents en Angleterre, où on voit qu'un accident industriel impacte la ville, éventuellement la région, et puis l'apothéose, c'est Tchernobyl. On a un événement industriel qui impacte un continent, qui change de continent et qui touche une surface et une population démente. Or, le corollaire du risque technologique qui évolue dans ce sens-là, c'est que l'extérieur va demander des comptes à l'intérieur, alors disant, mais qu'est-ce que vous faites chez vous ? Parce que s'il se passe quelque chose chez vous, ça va venir impacter chez moi, dans mon jardin citoyen. Alors avec des fois avec des logiques qui sont un peu, je sais pas comment les qualifier, pas démagogiques, mais par exemple, il y a une illustration célèbre en France, c'est le couloir de la chimie au sud de Lyon. Quand le couloir de la chimie se construit dans les années 60, à la fin des Trente Glorieuses, on a besoin d'une activité importante. On est en pleine campagne. Si ce n'est que c'est un bassin économique fort qui recrute, qui emploie, et donc les gens, ils habitent pas à Lyon, ils habitent tout autour. Et aujourd'hui, quand on fait un survol du sud de Lyon, on voit des usines qui sont toutes ces vaisseaux, qui sont dans un tissu urbain continu et très dense. Aujourd'hui, les citoyens demandent des comptes aux usines alors qu'ils sont venus s'installer après. Mais pour revenir au point de départ, qui était donc années 70-80, on demande des comptes, et puis c'est l'émergence de la communication institutionnelle de crise, parce que les médias, qui sont le vecteur principal d'expression du citoyen pour questionner l'industriel, vont se développer. Et aujourd'hui, on va plus loin. C'est-à-dire que non seulement le citoyen demande à savoir ce qui se passe dans l'usine, mais il demande aux dirigeants de l'usine, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas voulu privilégier le profit sur la sécurité ? Donc on voit que ces évolutions-là sont importantes. On pourrait faire le parallèle avec l'action publique, par exemple, sur ce qui se passait avec le sang contaminé. La question qui était de dire, est-ce que un institut public, à un moment, n'a pas cherché à faire un profit en ne prenant pas des règles de précaution ou de mesures qui auraient conduit à ce qu'on détruise des stocks qui étaient coûteux et qu'on change des procédures qui sont lourdes, difficiles, voire politiquement impossibles à mettre en place ou très difficilement. Donc voilà, c'est un peu les enseignements qu'on peut tirer de ça. Et peut-être le dernier point,
et ça fera le parallèle avec ta deuxième question, c'est que aujourd'hui, la gestion d'une crise, c'est être capable de gérer sur un même segment une multitude de choses. Si on prend par exemple le segment des lieux, il faut gérer sa crise sur le lieu physique où elle se passe. Bon, on évoquait le fait des catastrophes industrielles qui vous impactent plusieurs régions, plusieurs pays. Donc il faut avoir la capacité à gérer tous ces lieux. Si on reprend un exemple, par exemple, le TGV. Et au titre de ces fonctions-là, j'avais fait une mission de conseil dans un département qui est en Bourgogne, qui a la particularité qui a la ligne de TGV la plus dense de France, qui est la ligne Paris-Marseille, mais qui n'a pas de gare. Donc on pourrait penser que ce département n'a pas à se préoccuper en termes de gestion de crise vraiment du TGV. Or, s'il y avait un problème dans ce département-là, il aurait à gérer indirectement Marseille et Paris, parce que les gens prennent le train à Marseille et à Paris, ou à Lyon. Et donc il faudrait que de ce département, on soit en mesure aussi de gérer des impacts de la crise à Paris, à Lyon, à Marseille. Donc il y a cette multitude de lieux. Mais on peut faire la même chose sur les langues, sur le temps. Vous prenez une compagnie comme Air France, elle a des escales dans pas mal de pays, et aujourd'hui, l'organisation du transport aérien fait que dans un vol, surtout en moyen et en long courrier, 50% des passagers sont des gens qui sont sur un vol, un deuxième vol ou un premier vol vers un deuxième vol. Donc ça impacte le fait que vous n'allez pas simplement gérer l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, mais peut-être un deuxième aéroport qui était le premier trajet, ou un troisième, etc. Et peut-être cet aéroport n'est pas dans une zone du pays national ou de la compagnie, etc. Donc vous allez gérer des lieux, des langues, des créneaux horaires, et ça c'est un élément et puis on fait la transition comme ça, qui traduit bien qu'aujourd'hui, dans la gestion de crise, on voit l'impact de ce qu'on appelle la mondialisation. Alors peut-être pour que les choses soient claires, qu'est-ce qu'on entend par mondialisation? On a deux choses. La première, c'est qu'on est dans un système ouvert qui partage avec tout le monde. Et deuxièmement, c'est un peu la conséquence du premier élément, si c'est un système ouvert, c'est que tout le monde peut rentrer dans le système à un moment ou à un autre. Donc en matière de gestion de crise, et aujourd'hui, on s'aperçoit sur les grandes crises, c'est ce qui apparaît. On va prendre, puisque l'actualité le montre encore aujourd'hui, ce qui s'est passé avec la catastrophe du raz-de-marée dans l'Asie du Sud-Est, notamment sur l'Indonésie. On voit que sur l'Indonésie, il y a eu effectivement un énorme élan de solidarité, etc. Mais tous les acteurs de la planète sont rentrés dans le système, y compris les acteurs habituels qu'on ne voit pas dans l'urgence catastrophe. À Banda Aceh, il y avait des équipes de secours telles qu'on le voit habituellement des pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark. Mais on a vu arriver des pays pour lesquels c'est beaucoup moins courant de voir. L'Estonie, le Pakistan, la Chine, la Corée du Sud, la Russie. Donc on voit bien que le système est ouvert et tout le monde peut venir y contribuer. Mais on voit aussi apparaître qu'il y a des organismes, par exemple l'ONU, à travers ses agences, qui vient dans le système et qui peut tenir un rôle de décideur et d'organisateur dans la gestion de crise qui n'est pas simple, parce qu'ils ont une légitimité, un poids, un savoir-faire qui peut être supérieur aux autorités locales qui ont la légitimité ou le pouvoir politique, le gouvernement par exemple, pour gérer la crise. Donc je pense que dans les crises à venir, à côté des difficultés qu'on connaissait, qu'on évoquait, la multitude des lieux, etc., on aura aussi la multitude des acteurs, et des acteurs qui sont externes au système, avec pour deux conséquences là-dessus. La première, c'est qu'on pourrait voir arriver dans le champ de la gestion de la crise des acteurs qui sont plus légitimes ou qui ont une plus grande compétence que les acteurs qui sont en place. Donc là, va se poser un problème de stabiliser. Deuxième conséquence, c'est que vous pourriez avoir des acteurs qui viennent et qui déstabilisent le système, qui aggravent la crise.
Je vais prendre un exemple dans l'histoire française, parce que là aussi l'actualité est en train de le remettre à jour. Ce qui s'est passé avec le nuage de Tchernobyl. Bon, en France, il y a eu un choix qui était de dire finalement le nuage ne va pas impacter le pays. Bon, c'était la fameuse formule, le nuage s'est arrêté aux Alpes et n'est pas rentré sur le pays. Bon, là on s'aperçoit qu'il y a des familles qui se sont organisées, qui ont créé une association, qui ont demandé une expertise et qui viennent déposer une plainte contre le gouvernement français, qui vient d'être acceptée sur la base d'un rapport d'expertise qui montre qu'effectivement on n'a peut-être pas informé les Français sur le risque qui se passait pendant les 2-3 jours où le nuage était sur la France. On peut imaginer, en faisant un peu de scénario fiction, que si aujourd'hui le phénomène se produisait, on pourrait avoir des ONG qui ont la capacité, le savoir-faire, la dimension pour intervenir en France en disant le gouvernement ment, il ne dit pas la vérité, il y a un vrai risque. Et d'ailleurs, je vous le prouve, parce que nous on a une capacité de mesure, etc. Ça c'est le premier point. Deuxième hypothèse, scénario, on pourrait très bien imaginer qu'on est sur une agence de l'ONU, par exemple, qui a un savoir-faire en matière de protection des populations, de distribution d'eau, etc., et qu'elle prenne le pas. Alors, bien sûr, on le voit ça déjà à l'œuvre, par exemple dans des pays qui sont en voie de développement, qui n'ont pas une structure politique ou un gouvernement avec une ressource suffisamment forte pour prendre en main des gestions de crise. Donc, par exemple, les agences de l'ONU ou certaines grosses ONG sont capables de prendre la main. En France, on joue déjà la coopération entre les États, c'est-à-dire que quand, par exemple, on a connu les tempêtes de 99 ou les grands feux en 2003, on a vu des pays européens, même du Maghreb, venir prêter main forte aux équipes françaises. Mais, à aucun moment, cet apport extérieur ne s'est fait au niveau décisionnel. Mais il n'est pas exclu que dans l'avenir, on puisse avoir ça. Et donc ça, c'est les enjeux. Les enjeux majeurs pour les décideurs de crise, les gestionnaires qui interviennent dans les crises. Deuxième élément de l'évolution, c'est sûrement la manière dont la communication évolue. J'ai eu l'occasion de le voir au cours des 4 ans où j'ai assuré ces missions, que la place et le mode de fonctionnement des médias avaient évolué de manière très significative. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui les médias sont une industrie très particulière, mais qui tient un rôle prépondérant dans la gestion de crise pour une raison essentielle. C'est le seul acteur de la crise qui a la capacité de donner sa représentation de la crise aux autres. Elle peut être fragmentaire, elle peut être partielle, elle peut être partiale, mais il a le pouvoir de la communiquer aux autres, ce que ne peuvent pas faire les autres, ou très difficilement. Donc il tient une place très particulière. Ce qu'on a vu, notamment en revenant au raz-de-marée de l'institutionnel, c'est que les médias non institutionnels ont pris pour la première fois une place première. Où c'est qu'on a commencé à avoir des images, où c'est qu'on a eu des comptes rendus, sur Internet. Les gens avaient filmé, les gens avaient pris des photos, ils les mettaient tout de suite en ligne. On a vu émerger des blogs, ces journaux personnels qu'on trouve sur Internet. Et ce qui est par exemple intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les journaux télévisés des chaînes institutionnelles, les 2 premiers jours, les images qu'elles donnent, avant qu'elles soient la capacité de projeter des équipes sur place, c'est des images qu'elles ont été récupérées sur des blogs, sur des sites de particuliers, etc., rarement auprès de médias institutionnels. Or, ça renforce le phénomène d'instantanéité, et ça renforce ce que je disais tout à l'heure, que les décideurs sont maintenant contraints. Souvent, je disais au préfet qui avait des centrales nucléaires dans le département, si vous avez un incident, aujourd'hui vous avez 10 minutes pour prendre position. C'est quand même court, 10 minutes. Très court. Bon, on voit bien l'instantanéité. A contrario, si on ouvre un petit peu le champ des médias, qu'on regarde sur tout ce qui est les nouvelles techniques de communication, c'est aussi un véritable outil pour aider à la crise. Je reprends l'exemple de Sumatra. Il y avait des vrais problèmes de communication physique, au sens que, par exemple, à Banda Aceh, on s'est retrouvé le 3 ou 4 janvier, il y avait 10 000 personnes qui s'étaient installées sur l'aéroport, c'était toutes les équipes internationales d'aide, et que sur un aéroport qui devait faire
4 ou 5 vols par jour. On y avait mis le trafic de Roissy, un gros porteur toutes les 2 ou 3 minutes. Et donc il y avait des vrais problèmes de communication. Les téléphones portables ne passaient pas parce que les infrastructures n'étaient pas dimensionnées. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour qu'on puisse avoir un échange d'informations, sont mis en place des communications qu'on n'avait pas vues sur les autres crises. D'abord entre les gens, le SMS a pris une importance énorme. Ça passe beaucoup mieux que la voix, ça prend moins de bandes passantes, donc on arrivait malgré le trafic à le faire passer. Toutes les équipes qui avaient des liaisons Internet par des liaisons satellites ont mis en place des groupes de travail virtuels où tout le monde venait se connecter, on faisait du partage d'informations, etc. Et puis, troisième élément, on a pu, en tout cas pour la première fois à cette échelle-là, sur une crise, pouvoir faire de l'expertise à distance. C'est-à-dire qu'avec ces outils-là, maintenant, on est capable, presque en temps réel, de faire de la remontée d'informations sur des bases arrières. Par exemple, pour nous, c'était vers Paris. Mais par exemple, un exemple très, très intéressant, c'est que Singapour avait proposé d'aider à la reconstruction de la ville de Malabo, qui est l'une des villes qui avait été le plus touchée, en prenant en charge la reconstruction de l'aérodrome de Malabo. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené à Malabo des équipes militaires du génie qui ont fait un tas d'expertise pour voir l'état de l'aérodrome et qui ont envoyé tout ça, mais par voie électronique, dans des bureaux d'études à Singapour. Et donc, les bureaux d'études à l'arrière ont pu travailler et renvoyer aux équipes sur le terrain de l'expertise, des propositions de solutions, des projets, ce qu'on n'avait pas vu. Et donc, on voit bien que là aussi, ça change la donne. Les marges de manœuvre, les limites sont en train de changer de position, et avec un élément, c'est la vitesse. Avant, on pouvait le faire, mais avec des temps, des vitesses, des délais qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, les crises n'étaient pas simples à gérer avant. Elles vont devenir compliquées parce que, en permanence, sur chaque segment, il y a cette multitude de domaines qui rentrent en jeu et le temps se comprime. On est dans l'instantanéité. Ce qui peut aussi, dans l'une des premières limites qu'on va trouver, c'est que on sait aussi qu'il faut souvent, pour construire des logiques de sortie de crise qui sont complexes d'un point de vue technique, il faut des fois aussi du temps au temps. On peut prendre un exemple sur la marée noire de l'Erika. Lorsque les premières plaques de pétrole sont arrivées à la côte, on savait très bien qu'en mer, il y avait une quantité très importante. Et d'un point de vue purement technique, ce qu'il aurait été intéressant, c'est d'attendre que tout le pétrole vienne à la mer, parce qu'on savait qu'en mer, on n'arrivait pas à le collecter, ou de manière infime, pour le collecter à ce moment-là. Or, ça, c'est quand même difficile à faire comprendre pour la population qui voit arriver ce pétrole, qui se sont touchés. C'est difficile aussi pour les acteurs politiques, qui en demandent d'agir et qui ne peuvent pas dire, écoutez, dans un mois, on aura tout le pétrole qui sera à la côte, et là, on va pouvoir développer une armada pour l'enlever, en attendant d'accepter de passer un mois avec 20 cm de pétrole sur vos plages. Politiquement, c'est invivable, humainement, c'est difficile. Donc, il y a des crises. Si on vient, par exemple, au nucléaire, on sait bien que les solutions techniques sont des solutions complexes, parce qu'il faut déjà les élaborer, les tester, les évaluer avant de les mettre en œuvre, et puis la mise en œuvre n'est pas forcément simple. On ne rentre pas dans le cœur d'une centrale nucléaire pour changer des éléments comme dans un grand magasin. Donc, il va y avoir forcément un deuxième étage sur toutes les crises qu'on connaît, qui sera finalement la gestion du temps de l'information, l'instantanéité, qui tend souvent à commander. On a eu quelques exemples en France où, sur des informations pas assez recoupées, pas assez vérifiées, il y a eu des prises de position politiques notamment, et après, 24 heures après, on s'est aperçu que finalement les faits n'étaient pas vraiment ceux-là, et donc se pose vraiment, ça sera, je pense, pour l'avenir, les gros enjeux, parmi les enjeux principaux des crises. D'accord, on avait une logique un peu ancestrale, disant... en cas de crise, on met en place une bonne hiérarchie, et puis on sait où va le pouvoir, on simplifie les prises de pouvoir et de responsabilité, c'est canalisé, etc. Et là, ce que tu décris, c'est un univers de type kaléidoscope, de plus en plus complexe, de plus en plus sensible, et naviguant à très haute vitesse. Au même moment, pour avoir
des réponses pertinentes aux vrais problèmes qui se sont posés, il faut avoir un recul. Donc il va falloir aujourd'hui probablement avoir des formations de décideurs, de dirigeants, de responsables, de réseaux, capables à la fois d'encaisser le choc de l'instantanéité, et puis cette capacité de travail en recul et en complexité forte, ça suppose vraiment beaucoup de travail, de préparation, parce que quand ça, il ne faut pas qu'il y ait un claquage au décollage. Oui, mais je crois que là-dessus aussi, il y a des gens qui sont plus armés que d'autres là-dedans. Les gens qui déjà au quotidien sont confrontés, je pense à certains secteurs économiques, une sorte d'hyper-concurrence dans les nouvelles technologies, dans la recherche. Enfin, les choses vont vite, il y a une mise en concurrence permanente. Et je pense que les gens qui sont dans ce monde-là ont déjà une pratique qui sera capitalisée. Il y a une crise, beaucoup plus que des gens qui sont sur des segments où les choses sont plutôt établies, plutôt stables, où la mise en concurrence n'intervient pas. D'ailleurs, pas uniquement la concurrence économique. Il y aura une sorte de saut dans l'inconnu. Là-dessus, on peut prendre un exemple qui s'est passé avec les accidents d'ascenseur. C'est assez intéressant parce que, pas les accidents, le phénomène qui s'est produit, c'est que les sociétés, les gestionnaires d'immeubles, les offices HLM, etc., elles étaient dans une logique où elles géraient un patrimoine et elles géraient la relation des habitants à ce patrimoine. Donc elles entretenaient des immeubles, elles les rénovaient, etc. À côté de ça, elles encaissaient des loyers et puis, bon, elles faisaient un peu de dialogue avec les habitants. Et puis les choses, le cœur de leur métier, c'était avant tout de gérer un patrimoine. Et là, se produit 2-3 accidents qui prennent une ampleur, qui modifient la relation. Et j'avais eu la fédération des directeurs d'office HLM m'avait demandé d'intervenir. Et le constat que je leur avais dit, c'est que vous allez connaître ce qui s'est passé avec l'industrie des années 70. Les habitants ne veulent plus simplement être dans un logement pour lequel ils paient un loyer, ils veulent qu'on leur rende des comptes. Est-ce que l'entretien de la cabine ascenseur est bien fait? Est-ce que les tuyaux d'eau ne sont pas en plomb, etc. Et donc, ils vont venir vous demander des comptes. Et donc, vous étiez avant dans un secteur où la relation aux habitants était assez simple, on va dire, même s'il y avait des difficultés avec des problèmes d'habitants, mais vous allez rentrer dans une logique qui va être complètement différente. Elle sort du technique, elle va rentrer dans une logique beaucoup plus citoyenne, voilà, beaucoup plus exigeante. Tout à fait. On sort du technique pour entrer dans le relationnel et on sait que là, le secteur est quand même plus difficile à concevoir, à mettre en œuvre des actions là-dedans, les choses sont moins certaines. Et souvent, ça demande un travail de longue haleine. On ne peut pas construire une relation... S'il n'y avait pas de relation avant la crise, c'est pas pendant la crise que vous allez construire une relation saine, parce que les choses sont cristallisées, il y a de la passion et les choses sont difficiles à avancer. Alors, ce qu'on a vu sur l'affaire du tsunami ou sur bien d'autres exemples, c'est une difficulté pour des dirigeants en place de rentrer assez facilement dans ce tourbillon. Et donc là, tu as joué un rôle de conseiller. Et probablement qu'il va y avoir ce rôle de conseiller à tenir, parce que les chocs vont être probablement assez inconcevables. Dans cette relation très particulière qu'on peut avoir en tant que conseil, dans une situation où tu n'es pas le décideur, il y a des conseillers, des décideurs pour le faire. Là, tu dois avoir une expérience tout à fait exceptionnelle dans quel type de relation, quel type de langage, quel type d'accompagnement avant, pendant, après. Il y a certainement beaucoup d'éléments précieux. Bon, alors, sur le tsunami, c'est un peu différent, puisque j'ai dirigé l'équipe qui a mis en place la solution d'aide française en Indonésie. Mais sur la mission de conseil, il y a deux éléments qui sont à prendre en compte. Le premier, c'est que on ne gère pas les crises avec des outils, mais avec des principes et des valeurs. Et ça, il faut être clair là-dessus. Pour pouvoir... Souvent, je dis, c'est le principe du jeu de cartes. C'est-à-dire qu'au départ, toutes les cartes sont connues. Et pour chaque crise, on va battre les cartes et refaire une nouvelle combinaison.
on va jouer cette fois-ci avec le roi, le 10 et le valet, et la fois d'après, ça sera l'as, la dame et le 7. Donc, au départ, il faut être clair sur un certain nombre de valeurs et de principes qui permettent d'éclairer l'action et d'avoir une boussole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point du conseil, c'est qu'il faut être capable de prendre l'environnement dans lequel vous intervenez. Bon, là-dessus, c'est rien de très complexe. C'est une démarche que fait toute personne qui fait du conseil ou qui veut. Enfin, il y a des outils là-dessus, c'est pas très compliqué. Surtout, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire sentir aux décideurs qu'en fait, ils ont la clé. Et c'est bien là la difficulté. Ils ont la clé, mais ils prennent les 5000 tonnes de la chape de plomb qui leur tombe sur les épaules. Hein. Vous êtes le PDG d'Air France, et bim, on vous appelle, le Concorde vient de s'écraser au bout de la piste. Donc là, en 30 secondes, le monde s'arrête pour vous. Et la capacité qu'il y a, c'est cette capacité à sortir de dessous la chape de plomb pour prendre sa boussole, retrouver le nord, et à partir de là, commencer à bâtir quelque chose. Donc, toute la fonction de conseil, c'est aider là-dessus, la conseil, et trouver la boussole, c'est souvent revenir, finalement, quelles sont les valeurs ou les principes importants. Air France, quand on regarde un petit peu comment ils ont géré ça, les analyses qui ont été faites, c'est de dire que ça a plutôt été bien géré. Ils sont revenus à ce qui était important pour eux, la relation aux passagers, et puis la place que tenait le Concorde pour eux. Donc la relation aux passagers, c'est tout de suite, ils ont mis en place une structure pour accueillir les familles, ils ont été très ouverts avec les familles, beaucoup d'informations expliquant, etc. Le rapport à Concorde, ils l'ont géré en interne, avec des éléments. Le fait aussi qu'il y ait énormément de pilotes, de personnel, sans citer une catégorie, qui spontanément est revenu vers la société en disant on est prêt à vous aider. Donc ils ont cherché à capitaliser tout ça, ils l'ont plutôt bien fait. Donc la mission de conseil, c'est ça, c'est arriver à leur donner des éléments. Et puis c'est vrai aussi que l'expérience, elle est transposable dans ses principes. Et là-dessus, par exemple, Cécile Barthé, qui dirigeait les équipes du SAMU lors de l'AZF à Toulouse, disait quelques mois après, elle a dit finalement, on a réussi à mettre en place une structure pour traiter les blessés sur le terrain, qui est une structure qu'on n'avait jamais imaginé dans nos enseignements de médecine de catastrophe. Pourtant, on a réussi à créer quelque chose et qui a fonctionné. Il a expliqué pourquoi, parce que finalement tous les acteurs connaissaient les cartes avec lesquelles, les grands principes de la médecine de catastrophe, connaissaient les cartes avec lesquelles on allait jouer. Bon, la combinaison, on l'avait jamais imaginé, on n'avait jamais pensé qu'on serait confronté à ça. Mais comme les cartes étaient connues, on a pu trouver la combinaison et les mettre ensemble. Donc, être conseiller, peut-être aussi, c'est quelque part, c'est commencer à réfléchir quelles seront les cartes qu'on aura besoin demain. Est-ce que le jeu va pas s'ouvrir, va pas s'étendre? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles cartes? C'est aussi un peu ça. Oui. Une chose très difficile que j'anticipe, c'est si on se trouve face à des situations où l'ignorance est très très forte et où le choix est assez bloqué, du genre annonce de variole sur un vol en provenance de machin. Il y a des choix quand on ne sait pas exactement. Est-ce qu'on va pas arrêter comme ça, ou peut-être que si, l'aviation mondiale. Des choses qui sont pas flexibles, quoi. Et après, comment on explique des mesures qui ne sont pas forcément dans une droite ligne de l'agora d'Athènes. On risque d'être complètement orthogonal à toutes les logiques de communication des années 80, 90 plutôt, et là rentrer sur des territoires qu'on ne saisit pas très bien, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que dans ces moments-là, c'est important de savoir qu'est-ce qui est les fondamentaux. Pour reprendre ton exemple de la variole, finalement, qu'est-ce qui est fondamentaux? Où sont les fondamentaux là-dessus? On pourrait dire, c'est que d'une part, on essaye de traiter les gens dans l'avion, ça c'est le premier point. Et deuxièmement,
qu'on fasse en sorte que l'épidémie ne se développe pas. Ça veut dire une capacité pour les décideurs de dire, voilà, je fais tel choix, je décide de poser l'avion à tel endroit, par exemple, pour telle et telle raison, avec des moyens médicaux pour le traiter, etc. Et aussi, je fais le choix de poser tous les avions qui volent aujourd'hui, tous les avions qui sont partis le même jour de l'aéroport de cet avion, parce que tous les gens qui sont là, et je ferme l'aéroport, je demande à tous les gens qui étaient dans cet aéroport de venir, etc. Alors, ce sont des décisions qui sont lourdes pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, elles impactent de manière importante la vie de tous les jours. Elles sont lourdes aussi parce que elles sont limitatives de liberté individuelle, et c'est toujours mal vécu. Mais on peut faire le pari aussi que si c'est expliqué sur les valeurs pour lesquelles on fait ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens qui ont pu être contaminés, on les sauve. Donc, parce que ça, c'est une valeur fondamentale. Donc, ça veut dire aussi que je ne suis pas disposé à transiger sur un certain nombre de points par rapport à cette valeur-là. Or, pour les décideurs en situation de crise, c'est un peu la même chose. Si pendant longtemps, vous n'avez affiché comme valeur de votre entreprise que des valeurs qui ne sont pas, on va dire, des valeurs fondamentales, vous allez quand même avoir du mal, en situation de crise, de pouvoir prendre ces mesures en vous appuyant sur ce type de valeurs. Si vous êtes une société qui ne prend aucune précaution pour l'environnement, qui pollue, etc., qui arrête tous ces conflits d'environnement avec une armada d'avocats qui vous fait gagner à chaque fois, le jour où vous avez une crise majeure, vous allez avoir du mal à dire, bon, moi maintenant ce qui me préoccupe c'est l'environnement, donc j'accepte d'arrêter mon usine, j'accepte ceci, j'accepte cela, ou je m'engage à faire ça, on va avoir du mal à vous croire. Je pense que c'est le vrai enjeu aujourd'hui, parce que si on se figure que le règlement d'une crise, c'est de la technique juridique et de la technique de communication, ça ira vite dans le mur. Tout à fait. La démocratie va exiger davantage. Mais, oui, les citoyens attendent quand même autre chose, quoi. Donc attention à l'illusion communication comme étant la solution à tout craint à chaque fois qu'il se passe quelque chose. La communication, c'est comme le reste, c'est un moyen qui aide à ce qu'on parvienne à un objectif. La communiquer ne peut pas être une fin en soi. Comme on disait en théâtre grec, la crise c'est une autre vérité, donc s'il n'y a aucune vérité qui soit présentable, ça va être un peu difficile. Tout à fait. Merci.